Alors, je vous propose maintenant une petite histoire de Corfou, surtout basée sur les fortifications, puisque c'est un peu la thématique aussi de la présence de Dufour là-bas à l'époque. Vous voyez ici l'un des bâtiments de la mairie de la municipalité de Corfou, avec les deux magistrats stars de la soirée d'inauguration, avec à gauche Stéphanos Poulimenos, qui est le maire de Corfou, et à droite Xénophon Alamanos, qui est le président du conseil municipal de Corfou. Corfou avec Paxos, Antipaxos, Leucade, Ithaque, Céphalonie, Zante et tout au sud du Péloponnèse, Cythère, est l'une des 7 îles ioniennes. C'est la plus septentrionale, donc la plus au nord, et la plus proche de l'Italie, dont on voit ici en rouge à gauche Otrante, d'où Dufour avait embarqué en décembre 1810 pour Corfou. Corfou est à la fois le nom de l'île, caractérisé par des montagnes au nord, des collines au centre et des plaines au sud, et de sa capitale, distante à l'ouest de 3 km de l'Albanie, qui fait frontière avec l'Épire grec. Sa situation géographique en fait un point stratégique très convoité pour l'entrée sur l'Adriatique, qui n'avait pas échappé à Bonaparte, à ses prédécesseurs et à ses successeurs, raison pour laquelle les fortifications y jouent un rôle avec autant d'importance. Kerkyra, le nom grec de Corfou, fait référence à la ville de Corcyre, Corcyra, construite par les Corinthiens en 1634 avant Jésus-Christ, dont elle devient la colonie. Et je ne résiste pas au plaisir d'entendre l'hymne de Corfou. Nous prions le directeur de la chorale, M. Chrysanthos Grigoropoulos. Kerkyra, écrite par Yorgos Katsaros, un compositeur corfiote.
435, il y a un conflit de Corcyre avec les Corinthiens. Corcyre va faire appel à Athènes et en opposition, les Corinthiens vont s'adresser à Sparte et ça va être l'une des causes de la guerre du Péloponnèse qui va durer de moins 431 à moins 404. Pour l'anecdote, cette trière que nous a trouvée Jean-Pierre au port du Pirée, le 9 mai, le temps y était. Lorsque Rome se tourne vers l'Orient, la première étape d'expansion sera Corfou, qui se place en moins 229 sous sa protection. Et au partage de l'Empire, elle se retrouve en 450 à la frontière symbolique entre l'Occident et l'Orient, dont elle fait désormais partie, entre le rite grec et latin. Après avoir victorieusement repoussé les Vandales en 455, Corcyre va être prise par les Ostrogoths lors de la guerre des Goths vers 540-550. Pillée et détruite, la ville va être déplacée en 562 du site antique Paléopolis, dont on va parler lors de l'inauguration, qui est au sud de la ville actuelle, pour la presqu'île de l'ancienne forteresse actuelle. Du 7e au 10e siècle, la ville de Kerkyra se développe autour de ces deux châteaux, le Castel Vecchio ou Castel Amar, qui, comme son nom l'indique, est du côté de la mer, et le Castel Nuovo ou Castel Atera, celui qui est le plus proche de l'intérieur. Sans avoir à se défendre contre de nouvelles menaces pendant cette période, Kerkyra va renforcer néanmoins ses fortifications en murant ses remparts, et on va parler de la ville close très fortifiée de Corypho, du mot Coryphai, sommet, référence aux deux pics de la forteresse. Pendant plusieurs siècles, la flotte corcyréenne est omniprésente sur les mers de la région. De 1081 à 1191, Corypho doit faire face aux invasions régulières des Normands du royaume de Sicile, qui s'emparent à plusieurs reprises de la ville, qui est à chaque fois reconquise par les Byzantins, parfois aidés des Vénitiens. Après la dislocation de l'Empire byzantin, Corfou passe en main du despotat d'Épire de 1214 à 1267, puis des Angevins du royaume de Sicile de 1267 à 1386, ces derniers remplaçant les lieux de culte orthodoxes par des catholiques. Les fortifications byzantines furent conservées et renforcées. La citadelle accueillait alors 2500 maisons dans une ville close, désormais surpeuplée. La population va commencer gentiment à se déplacer à l'ouest de la presqu'île, à l'emplacement de la ville actuelle. Le faubourg prit le nom de Xopoli, à savoir la ville extérieure que les Vénitiens appelleront Borgo, le bourg. En 1386, à la dislocation de Byzance et face aux menaces de l'Empire ottoman, Corypho se tourne vers la sérénissime République Saint-Marc de Venise, qui avait déjà tenté de racheter l'île au royaume de Sicile et qui va réussir à la racheter cette fois à celui de Naples pour en officialiser la possession. Elle devient une base navale d'une importance décisive pour le commerce avec la Méditerranée orientale. C'est sous les Vénitiens que le nom Corypho va peu à peu passer en Stus Corfus, puis Corfou. Les Vénitiens remplacèrent les fortifications byzantines par une nouvelle enceinte plus solide, pouvant répondre aux nouveaux besoins de l'artillerie. La presqu'île fut séparée de l'île par le creusement d'un canal appelé Contrafossa. L'accès à la forteresse se faisait par un pont-levis en bois. Les châteaux byzantins furent nivelés et on y édifia des nouvelles tours, les tours de la terre et les tours de la mer. Et un port artificiel, Mandrachio, fut créé du côté nord pour abriter les galères vénitiennes. Pour des raisons défensives, une zone non bâtie fut créée entre la forteresse et le faubourg, appelée Esplanade ou Spignata, aujourd'hui Spignada, où l'ennemi devait avancer en terrain découvert sous le feu de la forteresse, et elle servait également de terrain d'exercice. Au début du XVIe siècle, la menace ottomane se fait plus intense. De nouveaux travaux furent entrepris pour tenir compte de l'arrivée de l'artillerie lourde
dans l'art de la guerre. Le 25 août 1537, le célèbre Barberousse envahit l'île pour le compte du sultan Soliman Ier le Magnifique. Il débarque avec 25 000 hommes et 30 canons, suivi 2 jours plus tard d'une nouvelle vague de 25 000 hommes. Il pille la campagne, pilonne la ville forte. Le blocus ottoman ayant empêché le complet ravitaillement du fort, il a fallu se résoudre au difficile sacrifice de chasser hors des murs les bouches inutiles, les femmes, les enfants et les vieillards. La citadelle déterminée résista et le 7 septembre, le sultan, trouvant le temps trop long, ordonna la levée du siège, non sans emmener en esclavage 20 000 hommes saisis dans les campagnes. La population de l'île, qui était de 40 000 hommes, 50 ans plus tard, lors du recensement de 1588, va toujours être à 19 000 hommes. Pour vous dire qu'on faisait quand même des sacrés razzias au niveau de la population. Après le siège destructeur de 1537, les Vénitiens modernisèrent à nouveau les installations, le fossé fut élargi et un nouveau fossé fut créé afin de créer un second mur d'enceinte. Entre 1546 et 1556, 2 bastions pentagonaux à Orillon furent construits en saillie sur le côté ouest face à l'esplanade. La vieille forteresse, Palaio Frurio, souvent appelée Fortezza Vecchia, ou Vieux Fort, bien qu'il s'agisse d'une fortification très vaste, comprenant de nombreux ouvrages sur lesquels va revenir tout à l'heure Jean-Pierre. À la fin du XVIe siècle, la population s'était complètement déplacée. Axopoli et Corifo devient essentiellement une base militaire. Le faubourg évolua pour devenir la capitale et pour protéger la ville, des murailles et des fortifications furent construites au nord sur le front de mer et au sud face à la terre, avec des bastions s'étendant jusqu'à la mer dans la baie de Garitsa au sud de Corfou. Ces constructions nécessitèrent la démolition de 2000 maisons et plusieurs vieilles églises. L'urgence du renforcement des fortifications fut confirmée par un deuxième siège ottoman en 1571. Les Vénitiens, qui avaient perdu cette année-là Chypre et la Crète, mais avaient battu la flotte ottomane à la bataille de Lépante, considéraient Corfou comme le dernier bastion de la défense de Venise et de la chrétienté. En 1576, Venise envoie à Corfou un inspecteur qui va mentionner la nécessité d'une nouvelle forteresse pour accroître sensiblement la capacité défensive de la ville. La colline de Saint-Marco est choisie à quelques centaines de mètres de l'ancienne forteresse et la construction de la nouvelle forteresse va nécessiter de nombreuses années. Et là, on parle de près de 100 ans, puisqu'on a fini la première étape en 1688. La nouvelle forteresse, ou Neo Furio, Fortezza Nova, ou plus spécifiquement Forteresse Saint-Marc, forme un verrou à l'entrée de la presqu'île où se trouve la vieille ville. Entre 1662 et 1673, il y aura un nouveau mur d'enceinte qui fut construit, et en 1716, les défenses de la ville furent renforcées par la création d'un arsenal dans la rade de Govino, Gouvia, qui est à 8 km et demi au nord de Corfou. Le 8 juillet 1716, la flotte vénitienne arrive trop tard pour empêcher le passage de 22 navires de ligne turcs, escortant de nombreux transports, ni le débarquement de 30 000 soldats et 3 000 janissaires, semble-t-il peu enclin à engager le combat, et se contenta de quelques accrochages avec la flotte de Mehmed Pacha. Et là, je vous montre la technique maritime qu'on revoit là. C'est des positions ici qui font face à la flotte ennemie et qui permet de protéger tout le débarquement de ces troupes. Le 19 juillet, les Turcs se rendirent maîtres des collines des monts Abraham et Saint-Sauveur qui dominent la ville, et donc le siège pouvait commencer.
Les Turcs creusèrent des tranchées, un procédé dont ils étaient experts depuis 200 ans, et que Vauban leur avait emprunté, et ils bombardèrent la ville depuis les hauteurs. Et j'en profite pour saluer ici notre représentant de l'association Vauban, qui est avec nous ce soir. Je m'attarde un peu sur cet épisode car il sera évoqué justement dans l'inauguration. Le maréchal comte Johann Matthias von Schulenberg, vieux général prussien en charge de la défense de Corfou, ne peut opposer aux assaillants que quelques milliers d'hommes, des forces disparates réunies en toute hâte, mercenaires allemands, soldats italiens et dalmates, grecs du continent, corfiotes et esclavons. Schulenberg, habitué à mener des hommes de toutes les origines et de toutes les confessions, ne perdit pas son sang-froid et grâce à un plan de défense efficace, repoussa les attaques ottomanes. Après un ultimatum de livrer la ville sous peine de destruction totale, 4 jours plus tôt, au 20e jour de siège, dans la nuit du 8 août, au son des tambours, des trompettes et des cris de guerre, les Turcs lancèrent une attaque générale sur tous les fronts. Ils emportèrent les ouvrages extérieurs, parvinrent aux portes de la ville et commencèrent à dresser des échelles contre les murailles. Motivés par Schulenberg, les habitants, italiens, allemands, slaves, juifs, femmes, ecclésiastiques, prirent les armes pour repousser l'assaut. À la mi-août, Schulenberg effectua une sortie qui fit de nombreux dégâts dans les rangs ottomans, qui, en représailles, lancèrent une attaque massive sur la forteresse et, après plusieurs assauts, réussirent à atteindre le corps de garde. Les assiégés firent alors une sortie héroïque et reprirent aux Turcs tout ce qu'ils avaient conquis dans la journée. Ce revers, mêlé à l'aide du ciel, puisqu'une tempête va saccager dans la nuit le camp turc, et puis l'annonce de l'arrivée imminente d'une flotte espagnole venue au secours de Corfou, va amener les Turcs à décider une évacuation d'urgence, et le 20 août, ils lèvent le siège et embarquèrent, abandonnant armes et bagages, plus 56 canons, 8 mortiers de siège et pas moins de 15 000 morts. Dans les rangs corfiotes, on dénombrera 30 000 morts, principalement dans la population civile. Après le siège, Schulenberg lance une nouvelle phase de renforcement des fortifications qui va durer 10 ans. Les collines d'Abraham et de Saint-Sauveur furent fortifiées par 2 grands forts et un petit fort fut créé, un ravelin, une sorte de demi-lune, dans le faubourg de Saint-Roch pour protéger la porte royale. Les défenses du port furent également renforcées. Pour l'anecdote, c'est intéressant, les gouverneurs des 2 forteresses étaient nommés par le Sénat vénitien. Les 2 capitaines devaient notamment prêter serment de ne jamais communiquer entre eux, ceci afin d'éviter toute conspiration visant à se rebeller contre Venise. En 1797, les victoires de Napoléon en Italie vont conduire le 17 octobre au traité de Campo Formio qui verra la dislocation de la République de Venise dont les territoires sont partagés entre la République cisalpine à l'ouest de l'Adige et la monarchie des Habsbourg qui accède ainsi à l'Adriatique à l'est. Bonaparte gardera pour la France les Pays-Bas autrichiens et les îles Ioniennes, obtenant au passage la libération du général Lafayette, emprisonné en Bohême. En 1798, le général Chabot, gouverneur des îles Ioniennes, à la tête de l'une des divisions de l'armée d'Orient que Bonaparte n'avait pas emmené avec lui en Égypte, gouvernait les îles Ioniennes avec un effectif total de 3500 hommes répartis sur le territoire. Attaqué par 10 000 hommes en Albanie, Chabot n'avait qu'un effectif de 1900 hommes à Corfou lorsqu'une escadre russo-ottomane commandée par l'amiral Outchakov, forte de 18 vaisseaux de ligne, 10 frégates, 20 corvettes, briques et caravelles, transportant les troupes de débarquement, 3000 Russes et quelques milliers d'Albanais et des janissaires, se présenta devant Corfou le 20 novembre 1798. La garnison résista pendant 3 mois et demi, grâce au fait notamment que les assiégeants ne disposaient pas d'artillerie de siège. Malgré 8 sorties, la garnison française, réduite à 800 hommes,
se rendit le 3 mars 1799. Corfou passa sous le contrôle conjoint de la Russie et de l'Empire ottoman. On rapporte que Bonaparte, en apprenant la capitulation, se serait écrié « Mais Chabot est donc mort ?» Le 21 mars 1800, les Russes et l'Empire ottoman, dans le traité de Constantinople, convinrent de créer une république des 7 îles unies, d'où les 7 flèches. Le tsar Alexandre Ier devint le protecteur officiel de la jeune république, tandis que le sultan Selim III en obtint la suzeraineté nominale en échange d'un tribut de 75 000 piastres à verser tous les 3 ans. Le 1er novembre, Antonio Maria Capodistrias, père de Ioannis, et Nicolaos Sigouros reçurent du grand vizir un drapeau et une constitution reconnaissant l'autonomie pour la République. Ioannis Capodistrias, futur gouverneur dirigeant de la Grèce indépendante et natif de Corfou, fut l'un des hommes qui gouvernèrent la République, notamment Céphalonie, Ithaque et l'île Maure de 1802 à 1807. On lui attribue aussi la constitution de 1803. C'est là que le tsar Alexandre Ier va le remarquer, de proposer d'intégrer la diplomatie russe, et c'est là qu'il va, à ce titre, il va être nommé ministre plénipotentiaire en Suisse dans les années 1813-1814, afin de préparer les constitutions des différents cantons qui vont arriver à finalement la rédaction du pacte fédéral de 1815 dont on a beaucoup parlé. Après sa victoire à Friedland, le 14 juin 1807, Napoléon Ier récupère les îles Ioniennes au traité de Tilsit le 7 juillet. Le général Berthier devient le gouverneur avant d'en confier le commandement au général François-Xavier, comte de Donzelot, le 29 mai 1808. À cette époque, la garnison française à Corfou était entre 10 et 20 000 hommes, avec jusqu'à 700 pièces d'artillerie. À noter pour l'anecdote que le général Donzelot a aussi été honoré d'une rue qui mène de la vieille forteresse à la nouvelle, et c'est ce tronçon qui est entre là et là. C'est dans ce contexte que Dufour sera dépêché comme officier du génie avec les 4 meilleurs élèves de l'école d'application de l'artillerie et du génie de Metz pour y renforcer les défenses de l'île contre la menace de la flotte anglaise qui s'est déjà emparée des 6 autres îles ioniennes. Arrivé le jour de Noël 1810, il commandera une compagnie de sapeurs, puis de mineurs, auxquels seront rajoutés des travaux d'état-major, puis des travaux techniques sur le terrain, comme les premiers relevés topographiques avec courbe de niveau. Et vous avez à l'image ici ce fameux plan relief que nous a retrouvé Marie-Pierre Desfiliers, notre correspondante à Paris, de la vieille forteresse du temps de Dufour. C'est Dufour qui a réalisé cette carte de la place des forts de Corfou. C'est aussi là que le 11 juin 1811, il sera grièvement brûlé au retour d'une reconnaissance navale à Parga, en Épire, lorsque sa canonnière, repérée par les Anglais, est prise pour cible et va exploser. C'est pour cela que son cheval à la place Neuve lève la jambe gauche en signe de blessure en combat. Le 21 août 1812, il est nommé capitaine, et cette année-là, en creusant des tranchées pour les fortifications, Dufour et ses hommes vont tomber sur les ruines du temple d'Artémis, et j'aurai l'occasion d'y revenir puisqu'il sera mentionné aussi dans l'inauguration. À l'image, cette vue perspective des fortifications de terre face au sud. Finalement, il restera, donc Dufour et ses hommes resteront en garnison à Corfou jusqu'au 12 juin 1814, date à laquelle l'île sera cédée aux Anglais, sans capitulation, selon les dispositions de la Convention de Paris du 23 avril 1814 et du traité de Paris de 1815. Pour l'anecdote, la Convention n'autorisait d'emporter que 39 pièces d'artillerie, 1 pour 1000 hommes. En réalité, 130 pièces furent embarquées et le général Campbell protesta. Donzelot le mit au défi de venir les chercher et les Anglais laissèrent faire.
Alors Corfou maintenant sous la période anglaise. Les Anglais, pendant cette période, vont détruire les baraquements vénitiens situés au sommet de l'ancienne forteresse et les remplacèrent par les leurs, encore visibles de nos jours. Petit résumé de l'occupation anglaise. Donc 1809-1814, les Anglais obtiennent les 6 autres îles ioniennes. Le 30 mai 1814, le traité de Paris place toutes les îles ioniennes sous protectorat britannique. En 1815, le Congrès de Vienne confirme la possession des îles ioniennes aux Britanniques. Contre restitution de Parga, les Ottomans entérinent également ce protectorat britannique sur Corfou en 1819. Entre 1815 et 1824, le gouverneur des îles ioniennes impose une neutralité lors des guerres d'indépendance grecques, car la couronne ne reconnaît pas l'existence d'un peuple ionien libre. Le 14 novembre 1863, les mêmes qui ont signé les traités de 1814 décident au traité de Londres de donner l'île à la Grèce. En 1864, les Anglais retirent leurs troupes et le 21 mai, l'île est rattachée à la Grèce. Corfou aura un statut spécial de neutralité perpétuelle. Et donc, selon les termes du traité, les forteresses sur mer seront démantelées à coups d'explosifs. Le traité fut difficile à mettre en œuvre et les fortifications de terre sont relativement restées. Je vais laisser la conclusion plus tard. Je vous propose peut-être de faire une petite pause et puis je passe la parole à Jean-Pierre pour parler des fortifications de l'île.